il recharge son arme, se dirige vers l'autre policier et vide son chargeur. Lionel Dumont et Christophe Caz, deux gars du Nord partis faire le djihad en Bosnie. On les a appelés les Ch'tis d'Allah. En 1996, de retour en France, ils montent un gang et sèment la terreur dans la région de Lille. Braquage, fusillade contre des policiers. Pendant 52 minutes, ça canardait. Attentat à la voiture piégée devant un commissariat. C'était une scène de guerre. 20 ans plus tard, le gang de Roubaix apparaît comme un précurseur du terrorisme. Ça cachait vraiment déjà des départs de jeunes, des radicalisations de jeunes et des gens qui veulent faire le djihad. Comme un boomerang qui nous revient aujourd'hui. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Le procès du gang de Roubaix. Hier soir, la cour d'assises du Nord a condamné les 3 membres de ce groupe de malfaiteurs jugés pour des attaques à main armée, tentative d'assassinat et tentative d'attentat. Les peines vont de 18 à 28 ans de réclusion. Tout commence le 27 janvier 1996 à Roubaix, dans le nord de la France. Ce soir-là, 2 policiers de la brigade anticriminalité sont en planque. Ils ont repéré une voiture volée stationnée sur un parking. Ils espèrent bien cueillir les voleurs en flagrant délit quand ils viendront la récupérer. Voilà, on est toujours en surveillance discrète des véhicules, donc 84-23. Leur patience est récompensée. Une Peugeot 505 s'engage sur le parking. 2 hommes en descendent et se dirigent vers la voiture volée. Les policiers décident d'intervenir. Je descends du siège passager, je prends mon arme à la main et je crie police. Et l'individu qui se dirigeait côté conducteur de la voiture volée, il s'est retourné. Et tout en se retournant, il a fait un écart. Et là, il a mitraillé directement. Pris de court, les policiers se protègent comme ils peuvent. L'un d'eux se jette sur la radio. Le major Cardon a reçu 2 balles, il est au sol. Mais le tireur n'en a pas terminé. Il recharge son arme, se dirige vers l'autre policier et vide son chargeur. Le deuxième malfaiteur se rapproche et tire à 15 reprises. C'était un déluge de feu. Un déluge de feu. Les tirs s'arrêtent, les malfrats prennent la fuite. La fusillade a duré près de 10 minutes. Il voulait nous tuer. Il voulait absolument nous tuer. Il voulait laisser aucune trace. On a vécu un fait de guerre. C'était une situation de guerre. C'était pas une situation de police. On n'avait pas affaire à des simples délinquants. Sur le parking, la police retrouve plus d'une trentaine de douilles de très gros calibre. Et, plus inquiétant, un pistolet mitrailleur Scorpio, une arme de guerre. La violence de la réaction de ces gens-là cause un vrai traumatisme dans la police dès le soir même. Des policiers totalement désemparés par cette attaque.
Une semaine plus tard, le 7 février, un petit supermarché à 50 km de Roubaix s'apprête à fermer ses portes. Marjorie Triquet encaisse tranquillement ses dernières clientes quand 3 hommes masqués pénètrent dans le magasin. J'ai pensé à une plaisanterie, un mardi gras, enfin, c'était le carnaval, où franchement je pensais que c'était pour rigoler, quoi. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, quoi, parce qu'ils ont vite sorti leurs armes. Très vite, des coups de feu retentissent. Dans le supermarché, c'est la panique. Ça criait, ça pleurait dans le magasin. C'était la cohue. Les malfaiteurs vident les caisses et prennent la fuite. Le butin est maigre, un peu plus de 20 000 francs, environ 3 000 €. Le lendemain, ce sont 2 autres supermarchés qui sont braqués simultanément. Le premier, dans la banlieue de Lille. 3 hommes armés et masqués dérobent 20 000 francs. Au même moment, à Croix, dans la banlieue de Roubaix, un autre trio pénètre dans un magasin. J'ai vu débouler comme 3 ombres noires, en fait. Ils étaient tout habillés en noir, cagoulés. Et là, il brandit une arme et criait la caisse, la caisse, la caisse, la caisse. Pétrifié, Benoît Vourlot n'ose pas bouger. Le gangster lui tire dessus sans hésiter. Miraculeusement, la balle se loge dans une barre métallique du comptoir. Le boucher parvient à s'enfuir du magasin. Au moment où il sort, il a le temps de voir les malfaiteurs s'engouffrer dans une Renault 25 grise. J'ai noté le numéro d'immatriculation de la voiture. Et pendant ce temps-là, mon chef était parti prévenir la police chez la voisine. La police diffuse immédiatement le numéro d'immatriculation. La R25 est repérée quelques minutes plus tard par une patrouille. Une course-poursuite s'engage alors dans les rues de Roubaix. Soudain, contre toute attente, la voiture des malfaiteurs s'arrête. Un braqueur en descend, une kalachnikov à la main. Il arrose les policiers. Dans leur fuite, les malfaiteurs abandonnent la R25 et abattent froidement un automobiliste pour s'emparer de sa voiture. Le quartier est un champ de bataille. Des attaques d'une violence rare, face à laquelle les policiers sont abasourdis et démunis. D'abord, on ne comprend pas très bien le lien entre l'armement, la lourdeur de leur armement et les cibles qu'ils prennent, parce que ce sont finalement des petites supérettes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'argent à trouver. Ça contribue au désarroi de la police, parce qu'il y a quelque chose là qui ne colle pas. Les enquêteurs n'ont aucun suspect, mais grâce au numéro de série de la Renault 25 des braqueurs, ils remontent jusqu'au garage qui a vendu cette voiture, en Belgique. Par chance, le garagiste se souvient des acheteurs, 2 jeunes maghrébins. 2 semaines plus tard, le garagiste rappelle la police. Les 2 hommes sont revenus. Cette fois-ci, ils ont acheté une Volvo bleue. Il a eu la présence d'esprit de relever le numéro d'immatriculation français de la voiture avec laquelle ils étaient arrivés. Une aubaine pour les policiers. Grâce à la plaque d'immatriculation, ils identifient un homme, un certain Rachid Swimdi. De Rachid Swimdi, on ne sait quasiment rien. Quand les policiers se renseignent auprès de leurs indices habituels, ils n'ont pas de remontée, ils n'ont rien. Et donc Swimdi, qui est un père de famille, n'est pas connu et on n'a rien sur lui de matériel. Les enquêteurs pataugent. Mais le 25 mars 1996, tout se précipite. Ce matin-là, un fourgon de la Brinks est braqué dans la banlieue de Lille. Une attaque d'une violence inouïe. Tirs de kalachnikov, grenades, lance-roquettes, un arsenal de guerre et une petite armée. Ils sont 8 à s'attaquer aux camions de transport de fonds. C'est vraiment des scènes de guerre, mais pleines, quoi. Donc la violence, vraiment, est partout, quoi. Maintenant, c'est plus des petites attaques de magasins. On est arrivé au stade final. Le chauffeur du fourgon est très grièvement blessé. Le camion, lui, a résisté. Les malfaiteurs étaient mal renseignés. Il était vide.
Il y a une certaine désorganisation dans leur mode d'action qu'on avait déjà ressenti dans les braquages de supermarchés au mois de février. Les policiers font le lien et plusieurs témoins leur indiquent que les truands sont partis à bord d'une Volvo bleue, la voiture achetée au garagiste belge par Rachid Swimdi. L'homme est immédiatement placé sur écoute et pris en filature. Les enquêteurs découvrent qu'il se rend souvent au 59 de la rue Carrette, à Roubaix, chez un certain Omar Zemiri. Zemiri, comme Swimdi, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait parler de lui. C'est un type qui habite Roubaix. Lui aussi a une épouse, des enfants. Il vit chichement de 5000 francs d'allocation et donc ça fait une petite vie toute simple. Autre point commun, Zemiri, comme Swimdi, fréquente une mosquée un peu particulière à Roubaix, la mosquée de la rue Archimède, réputée à l'époque pour son extrémisme. Enfin une piste. Mais pas le temps de l'exploiter. 3 jours seulement après l'attaque du fourgon blindé, une voiture, une Peugeot 205, explose devant le commissariat de Lille. Une bombe artisanale. Par chance, elle n'a pas fonctionné comme prévu. Un carnage évité de justesse. Cette voiture se serait désintégrée en de milliers de morceaux métalliques projetés dans l'atmosphère environnante pour aller toucher éventuellement les personnes qui se trouvaient dans la périphérie. Mais ça sur plus de plusieurs dizaines de mètres. Pour les policiers, aucun doute. Ce sont les braqueurs qui ont posé cette bombe. Cette escalade de violence inquiète. Dans 3 jours, s'ouvre à Lille le sommet du G7, un sommet qui réunit les 7 plus grandes puissances du monde. Il faut réagir vite. Le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, est chargée de l'arrestation des suspects. Les enquêteurs savent qu'ils sont retranchés dans la maison d'Omar Zemiri, rue Carrette. Vous étiez policier au RAID, vous êtes parti à combien d'hommes? On était à peu près 60. Comment a été préparée cette mission? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? On savait que c'était un groupe quand même armé, qui avait fait des braquages. Donc c'était quand même du chaud. Mais c'était une arrestation comme tous les jours. On faisait à cette époque-là, on claque, on prend et on repart. Le 29 mars 1996, au petit matin, les hommes du RAID encerclent la maison d'Omar Zemiri. À 6 heures, le groupe d'intervention place une charge explosive sur la porte d'entrée. Il y a tout de suite eu des échanges de coups de feu, très nourris, donc à la Kalachnikov. Moi j'ai vu donc un collègue touché dans le couloir, qui est resté au sol. Un autre qui s'est retrouvé sur le trottoir, allongé, tout près de la porte, qui avait peur d'ailleurs qu'un assaillant descende pour l'achever par les fenêtres, puisqu'il tirait en rafale par les fenêtres. Il tirait depuis les fenêtres du haut. Il y en a un ou deux qui sont descendus dans les escaliers, qui se sont retrouvés coincés dans la colonne. Donc il y en a un qui a été tué à ce moment-là. Les autres, effectivement, étaient aux fenêtres et rafalaient avec les armes dans la rue. L'assaut a duré 52 minutes, je crois. Et pendant 52 minutes, ça a canardé? Pendant 52 minutes, ça a canardé. Puisque le RAID, à la fin, n'avait plus de cartouches. Il y a une grenade qui a explosé, il y a un matelas qui a pris feu, donc la maison a commencé à prendre feu par le rez-de-chaussée. Donc ils se sont réfugiés au grenier. Moi, je les ai entendus continuer à prier malgré qu'ils brûlaient, quoi. Hein, donc c'était assez impressionnant. Et ils ont commencé à soulever les tuiles pour respirer. Et c'est que là, les snipers ont pris les tuiles pour viser et ils ont abattu comme ça, quoi. Mais de toute façon, ils seraient morts carbonisés. Des gens qui préfèrent mourir plutôt que de se rendre, c'est la première fois que vous voyez ça au RAID? Oui. Oui. En 1996, oui. Ouais. Luc Frémiot, après l'assaut du RAID, vous êtes allé sur place. Dans quel état sont ces policiers du RAID?
C'était une scène de guerre. Je me souviens qu'il y avait des corps calcinés qui étaient sur le trottoir, des armes calcinées, etc. Et ce qui m'a frappé, c'était les policiers du raid qui repartaient vers leur cantonnement, vers leur camion, leur fourgonnette. Ils avaient, vous savez, des combinaisons noires à l'origine. Elles étaient blanches de fumée, blanches de poudre. Et on avait véritablement l'impression qu'il y avait eu la guerre. Cet assaut du raid est très marquant pour une autre raison. C'est aussi la première fois qu'on voit des hommes qui se laissent mourir, agoniser dans les flammes. Ce qui était frappant, c'est que c'était une véritable fuite en avant encore. Il n'y avait à aucun moment la moindre intention de se rendre. C'était jusqu'au bout. Sous les décombres, 4 corps. 3 inconnus et Rachid Swimdi. Le raid a lui aussi été durement éprouvé pendant l'assaut. 2 policiers ont été grièvement blessés. La France entière est sous le choc. À l'heure actuelle, c'est lié donc au grand banditisme. Ça n'a rien à voir ni avec l'islamisme, ni avec le terrorisme, ni avec le sommet du G7. Donc, on en reste là. On ne comprend pas. Il y a sans doute des raisons politiques. Ça n'arrangeait sans doute pas le pouvoir politique de faire un lien avec les islamistes. Quelques mois auparavant, il y avait eu l'affaire Kelkal. Peut-être qu'on ne voulait pas donner l'impression qu'on retombait dans ces attentats-là et faire peur. Et puis, on est à quelques jours d'un événement important à Lille, c'est le G7, où les plus grandes puissances mondiales vont se retrouver. Éviter à tout prix la psychose. Pourtant, plusieurs membres du gang sont encore dans la nature. Très vite, grâce à la ténacité des enquêteurs, 2 d'entre eux sont bientôt repérés à quelques kilomètres de la frontière, sur une autoroute belge. Et là encore, les renforts arrivent en masse. C'est un déchaînement de coups de feu. L'un des truands est mortellement touché, l'autre parvient à s'enfuir à pied avant d'être arrêté quelques heures plus tard. Il s'agit d'Omar Zemiri, l'homme qui vivait au 59 rue Carrette. Le mort de l'autoroute est lui aussi identifié. Il s'appelle Christophe Caz. Pour nous, Christophe Caz est inconnu. La seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de voir sa famille et de comprendre un petit peu qui est ce personnage. Donc on va voir ses parents. Christophe Caz avait 27 ans. Issu d'un milieu très modeste, il était étudiant en 5e année de médecine. Depuis 4 ans, il avait coupé les ponts avec sa famille. Sa propre mère ne le reconnaissait plus. Un jour, il est venu. J'avais fait des pâtes avec des côtes de porc. Et il n'a pas voulu manger les côtes de porc. Bon, moi, ça m'a pas choqué. Bon, je lui ai dit, ne mange pas de viande, ça lui plaît pas, c'est tout. Puis mon mari m'a dit, au soir, il m'a dit, il ne mange pas de viande de porc parce que les Arabes n'en mangent pas. Christophe Caz s'était converti à l'islam avant de partir en Bosnie en 1992 pour aider ses frères musulmans dans un pays ravagé par la guerre. Mais là-bas, le jeune homme s'était vite détourné de l'humanitaire. Olivier Pighetti, vous avez beaucoup travaillé sur le gang de Roubaix. Vous avez signé un documentaire, Les Ch'tis d'Allah. Que sait-on de Christophe Caz ? Christophe Caz voulait être émir là-bas, en Bosnie. Il voulait se prouver auprès de ses chefs. Il voulait montrer qu'il était aussi bon qu'eux. En fait, tous ces jeunes qui sont partis là-bas et qui se retrouvaient au milieu de ces Afghans, on les appelait les Afghans, ils venaient de battre les Russes. Ils partaient en Bosnie pour faire un autre djihad. Ils étaient barbus, fiers, complètement roués aux choses de la guerre, très solidaires entre eux. Ils avaient la religion en référence et ils étaient capables de se jeter sous le feu ennemi en criant Dieu est grand et de regagner des territoires que jamais l'armée bosniaque n'aurait pu gagner. Donc ils se sont retrouvés confrontés à ces hommes qu'ils ont beaucoup admirés. Et un grand nombre de jeunes se sont dit, mais attendez, mais nous aussi, on est capable de faire des choses. Et Christophe Caz faisait justement partie de ceci. Et il s'est laissé embrigader tout de suite dans cette brigade El Moudjahidine. Et il est devenu quelqu'un de très actif. C'était à l'excès, voilà. On l'a vu, Caz jouer
avec une tête de mort au foot avec ses amis. Voilà. Chez Christophe Cazes, les policiers découvrent des tracts islamistes, des documents en arabe et un agenda électronique crypté. Grâce à ces éléments, les enquêteurs logent un certain Hossein Bendaoui, un jeune homme de 19 ans dont ils retrouvent la trace. En garde à vue, Hossein Bendaoui reconnaît avoir participé au braquage tout en minimisant son implication. Il est placé en détention provisoire. Dans la foulée, 2 autres membres du commando sont identifiés. Le premier s'appelle Mouloud Bouguelane. Le second est Lionel Dumont, un jeune homme de 25 ans qui s'avérera être le numéro 2 du gang. Lionel Dumont, un gamin de Roubaix sans histoire qui bascule après un passage dans un pays ravagé par la guerre civile, la Somalie. Il part avec l'ONU pour une action humanitaire. Et là-bas, il va être excessivement marqué par ce qu'il a vu, par les atrocités qui se passent en Somalie, et il va en revenir avec un certain traumatisme, je pense. De retour à Roubaix, Lionel Dumont fréquente la mosquée de la rue Archimède. Il se convertit à l'islam et fait une rencontre déterminante. Quand il rentre en France, il rencontre Christophe Cazes qui l'a subjugué et qui lui parle de la Bosnie. Il lui dit « J'y retourne là, viens avec moi ». Et Dumont le suit. Dumont pensait à l'époque être ambulancier, donc, pour épauler Cazes. Mais Dumont, très rapidement, s'est retrouvé dans cette brigade, El Moudjahidine, a été fasciné par ces bonhommes et a pris les armes comme eux. Lionel Dumont va combattre pendant 1 an en Bosnie, aux côtés de Christophe Cazes et Mouloud Bouguelane. Une guerre qui fera au total plus de 400 000 morts. Lorsqu'il rentre en France en décembre 1995, les 3 hommes vivotent et rêvent. Ils rêvent de nouveaux exploits guerriers. Ces garçons, et Lionel Dumont en particulier, ne peuvent pas revenir à la vie civile ordinaire. Ce n'est pas possible. Ils ont, pendant l'expérience de la guerre en Bosnie, palpité au contact d'une vie tellement extraordinaire qu'ils ne peuvent pas retrouver le cours d'une vie normale. C'est peu après, début 1996, que le gang de Roubaix se forme. Christophe Cazes se pose en leader. Le chef, c'est lui. Il décide de monter des braquages pour envoyer l'argent à ses frères musulmans bosniaques. Lionel Dumont est son bras droit. En France, ils refont ce qu'ils ont vécu en Bosnie, la guerre. Après l'attentat raté devant le commissariat de Lille en mars 1996, Lionel Dumont et Mouloud Bouguelane, qui sont passés entre les mailles du filet, se réfugient en Bosnie. C'est là-bas qu'ils sont rattrapés 1 an plus tard et condamnés à 20 ans de prison pour une série de braquages et un meurtre commis dans la région de Zenica. Fait exceptionnel, dans leur prison bosniaque, les 2 Français reçoivent des journalistes. Ils affichent une insolente décontraction. Voici, ici c'est moi. Puis juste au-dessus, c'est un Serbe. Il était dans l'armée serbe. L'air enfantin, Bouguelane s'amuse de ce qu'il cohabite en prison avec l'ennemi. Mais dès qu'il est question du gang de Roubaix, les 2 hommes sont beaucoup moins loquaces. En fait, moi, j'étais pas au courant de tout ce qui se passait, tout ce qui était leur action, etc. Tout ce dont on les accuse. Ce que je sais, c'est que c'était des jeunes en or. Moi, j'ignorais totalement. Après, on a su évidemment tout ce qui s'était passé. Hein. 3 ans plus tard, en mai 1999, les 2 prisonniers doivent être transférés à Lille pour être entendus par le juge d'instruction. Et là, coup de théâtre, Lionel Dumont s'évade de sa prison de Sarajevo. Le procès des membres du commando s'ouvre donc sans lui en octobre 2001 devant la cour d'assises de Douai. Autre grand absent, Christophe Cazes, abattu par la police belge sur l'autoroute. Dans le box, il y a donc Mouloud Bouguelane, qui a été transféré de Bosnie, Omar Zemiri et Hossein Bendaoui. Pendant toute l'audience, le profil des accusés détonne.
Azemiri, qui est une espèce de nounours, un peu grommelant. Bouguelane, qui a un regard presque étonné. Et puis un gamin. Hossein Bendaoui, même ses traits trahissent sa jeunesse. Et au premier regard, ça colle pas tellement avec la violence de ce qu'a été le gang de Roubaix. Après 3 semaines d'audience, les condamnations tombent. Les peines sont lourdes. 20 ans pour Mouloud Bouguelane, 18 ans pour Hossein Bendaoui et 28 ans pour Omar Zemiri. Ce dernier fait immédiatement appel. Lors de son 2e procès, il prend 15 ans. Lionel Dumont, toujours en cavale, est condamné à Douai à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace. Il sera rattrapé et arrêté à Munich 4 ans plus tard, en décembre 2003. Extradé vers la France, Lionel Dumont va enfin pouvoir être jugé. Désormais, il reconnaît son implication dans le gang de Roubaix. Brigitte Bonafé, vous avez été chargée d'expertiser Lionel Dumont. Quelle impression vous fait ce jeune homme quand vous le rencontrez ? C'est quelqu'un qui va s'exprimer aisément, c'est-à-dire qu'il ne va pas être réticent par rapport aux questions qu'on va lui adresser, mais on sent qu'il cherche à mener un peu le jeu de cet entretien. Il reconnaît ses actes ? Alors, il reconnaît tout à fait ses actes, mais va les contextualiser en disant qu'il avait besoin de mener une action pour aider ses frères musulmans. Comment est-ce qu'il explique cette dérive ? Alors, il explique au départ non pas sa dérive, mais son inscription dans l'islam à travers la rencontre avec Christophe Cazes, à un moment donné où lui-même, Lionel Dumont, est confronté à la mort, donc à un problème existentiel, et sans davantage préciser sa pensée, va nous dire qu'il a trouvé en l'islam des réponses à ces questions. Lionel Dumont comparaît en décembre 2005 devant la cour d'assises de Douai. Lionel Dumont, il y a eu toute une partie des médias qui l'avaient présenté comme un idéaliste, un soldat perdu, qui avait été tellement choqué par ce qu'il avait vu en Bosnie qu'il avait ensuite dérapé. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'entière vérité. Il vous fait quelle impression alors quand... Bien, il me donne l'impression déjà d'essayer de tout faire pour essayer d'amoindrir sa responsabilité. Il est plutôt aimable. Il répond correctement aux questions, mais quand vous lui posez des questions qui le gênent, on voit tout à fait son visage qui se durcit, ses yeux qui se fixent. On se rend compte que c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui est certainement très très dur. Et il est par exemple extrêmement taisant sur tout ce qui s'est passé ensuite en Bosnie, parce que ça altère évidemment son image. Et la stratégie de la défense à l'époque, c'est évidemment de le faire passer aux yeux des jurés comme, je vous dis, un humanitaire qui s'est égaré sur les sentiers de la perdition. Pour vous, Lionel Dumont, c'est un chef ou un suiveur ? On peut retrouver les deux aspects chez lui. C'est quelqu'un qui était fasciné par Christophe Cazes, c'est clair, et qui a donc suivi Christophe Cazes dans cette terrible fuite en avant. Et c'est un chef également parce qu'il a une capacité opérationnelle. C'est un vrai combattant. C'est quelqu'un, on m'a dit qu'il était sniper quand il était en Bosnie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'est le combat, qui a risqué sa vie. C'est un garçon courageux. Hein. Et il a effectivement une aura vis-à-vis des autres qui n'ont aucune expérience de ce genre de choses. Après 15 jours de débat, Lionel Dumont est condamné à 30 ans de réclusion. 2 ans plus tard, il est rejugé devant la cour d'assises d'appel de Paris. Son second procès en 2007, comment est-ce qu'il se comporte ? On n'a plus du tout cette personne qui cherche à exister, à, entre guillemets, à parader dans la cour d'assises, mais il va toujours répondre aux questions qui lui sont adressées. On peut émettre là aussi l'hypothèse qu'il connaît les enjeux, à savoir, puisqu'il a fait appel, une possible réduction de sa peine. Selon vous, c'est quoi ? C'est une stratégie ? Il a compris qu'il valait mieux faire profil bas, ou est-ce que vous le sentez abattu par la détention ? Alors je pense qu'il y a un petit peu une combinaison des deux. À la fois, il a plusieurs années d'incarcération derrière lui, en quartier d'isolement, donc avec peu de communication, avec certaines formes de privation sensorielle, notamment en termes de communication avec les autres détenus, mais en même temps quelqu'un qui, au regard de son intelligence, peut aussi jouer la stratégie qui lui ramènera un bénéfice qu'il a obtenu. Sa stratégie a payé.
Lionel Dumont écope de 25 ans. Au terme d'un long marathon judiciaire, la justice est passée. Les membres du gang de Roubaix sont tous enfin derrière les barreaux. Radicalisation, djihadisme, terrorisme, ces phénomènes qui étaient au cœur de l'affaire du gang de Roubaix hier sont malheureusement aujourd'hui au centre de l'actualité. Pourquoi ? Est-ce parce que rien n'a été fait pendant ces 20 dernières années pour endiguer la progression de l'islamisme ? Sommes-nous coupables d'avoir fermé les yeux ? Et que sont devenus ceux qui, il y a 2 décennies, ont semé la terreur dans le nord de la France ? En novembre 2011, Hossein Bendaoui est le premier membre du commando à quitter la prison après une détention sans histoire. Depuis, le jeune homme n'a plus jamais fait parler de lui. Autre condamné à avoir retrouvé la liberté, Omar Zemiri. Il a été libéré en janvier 2013 et vivrait toujours dans la région de Roubaix. Mouloud Bouguelane, lui, est encore derrière les barreaux. Il n'est libérable qu'en 2027. Et puis, il y a Lionel Dumont. Lionel Dumont rattrapé par le parquet antiterroriste en 2006. Marc Trévidic, le célèbre juge d'instruction, s'est intéressé à lui et à sa cavale. Marc Trévidic, vous allez travailler sur la cavale de Lionel Dumont. Qu'est-ce que vous découvrez ? On se rend compte que c'est sa famille qui l'a aidé à s'évader, on va dire, en lui passant des objets au parloir, après en lui donnant des faux papiers. Bon, tout l'aspect familial m'a très peu intéressé. Parce que, quelque part, moi, ce que je cherchais, c'est des liens avec des terroristes, non pas avec la famille chrétienne de Lionel Dumont. Et je reconnais très clairement que dans mes rapports avec Lionel Dumont, il a été rapidement clair qu'il répondait à mes questions, mais que je ne toucherais pas à sa famille. Ce qui fait que j'ai jamais mis en examen sa famille. Par contre, je lui ai posé beaucoup de questions sur les gens qu'il a vus pendant toute sa cavale. Et je suis retombé sur le dossier que j'avais bien connu comme procureur de la République, les filières bosniaques. Donc c'est là que vous voyez qu'on retrouve ces anciennes connaissances à différents moments. L'idée générale de ce dossier, c'était est-ce que Lionel Dumont a repris du service pendant sa cavale, avait un projet terroriste, est-ce qu'il est revenu en Allemagne dans le cadre d'un projet? C'était ça la question qui a été posée au juge d'instruction que j'étais alors. Et là, vous n'aviez pas les éléments. Voilà, exactement. J'ai fait un non-lieu, il n'a pas été attaqué par le parquet, il n'y a pas eu d'appel de ce non-lieu par le ministère public. Une cavale mystérieuse, un homme déterminé et sûr de lui. Après plus de 10 années derrière les barreaux, Lionel Dumont ne semble pas avoir beaucoup changé. On le décrit d'abord comme très religieux. Il porte la djellaba, il fait la prière. Et manifestement, il est toujours dans ce personnage qui veut qu'on le reconnaisse comme une sorte de médiateur. Mais il a eu un gros problème, Dumont, c'est que lors d'une fouille de sa cellule, a été retrouvé un plan de la prison et puis quelques indications qui manifestement laissaient penser à une tentative d'évasion. Une tentative d'évasion qui n'a jamais pu être prouvée. Lionel Dumont a été relaxé. Depuis, il s'est marié en prison avec une jeune femme de la région lilloise. Le couple a mis au monde un bébé parloir, aujourd'hui en bas âge. Depuis le début de l'année 2016, Lionel Dumont est à l'isolement. Sa peine de sûreté court jusqu'en 2022. Est-ce que selon vous, il sera toujours dangereux s'il sort ? Lorsque je l'ai rencontré, donc en 2005, ça date quand même maintenant de 11 ans, il était tellement convaincu de la bonne cause qu'il poursuivait qu'on peut aisément imaginer qu'il aura toujours ce besoin d'exister de la même manière, peut-être plus parce qu'il a été privé et n'a pas pu agir comme il l'entendait depuis pas mal d'années, mais converti comme il nous disait l'être, il pourrait à nouveau chercher par tous les moyens à rejoindre ses frères musulmans. Donc pour vous, il risque même peut-être d'être encore plus dangereux Alors plus dangereux, je ne peux pas me prononcer, mais on peut imaginer qu'il pourrait réitérer des actes identiques à ceux qu'il a pu commettre préalablement. Est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui est persuadé d'être dans son bon droit, qui est persuadé d'avoir raison, qui est persuadé que la cause pour laquelle, la cause qu'il défend est juste? C'est toujours très compliqué parce qu'effectivement, il est convaincu de l'effet et de l'importance de son action et n'ayant pas de sentiment, ou tout au moins
ce n'est pas perceptible de sentiment de culpabilité, il n'y a pas cette volonté de changer. Donc, effectivement, on ne peut pas désirer à sa place. Aucune culpabilité, une extrême violence et une image qui reste définitivement associée au gang de Roubaix, celle du terrible assaut de la rue Carrette. Pour les hommes du raid, toujours en première ligne face aux terroristes, cette opération a été un tournant. L'assaut de Roubaix n'est pas sans en rappeler un autre, bien plus récent, celui de Saint-Denis en novembre 2015. En quoi l'expérience de ce que vous avez vécu à Roubaix a servi? Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience des fonctionnaires, parce qu'ils se rendent compte que quand on fait sauter une porte, maintenant, on peut très bien y rester. On avait quand même des blessés encore, et qu'en face, on a quand même des guerriers. Maintenant, on a des gens entraînés, des guerriers, et je pense que ça a été pris en compte. Est-ce que ça vous a donné plus d'humilité? Oui, mais il y a toujours eu l'humilité, de toute façon, Raid. Mais je pense qu'elle s'est peut-être renforcée un peu plus, parce que les jeunes se rendent compte que le raid, on n'est pas invincible et on peut très bien y rester. Vos collègues blessés, comment vont-ils aujourd'hui? Alors pour l'un qui est à la retraite depuis un petit bout de temps, lui c'était un cas, on va dire, mais un cas positif. Pour l'autre, c'est plus compliqué. Il n'a pas eu de suivi psychologique pendant 20 ans. Rien du tout? Rien. Par l'administration, rien. Il est toujours policier? Il est toujours policier. Il est démoli? Démoli. Intérieurement démoli. Pas physiquement, mais je pense qu'intérieurement, il est démoli. Finalement, on se dit les gens du raid, les gens qui sont dans ces groupes d'assaut, d'intervention, sont des machines. Non, c'est pas des machines. On est un être humain, on aime vivre, on a des enfants, pour la plupart. On a une vie privée, et c'est vrai que sous le feu de l'action, c'est vrai qu'on accumule. Même si on n'est pas blessé, on accumule beaucoup de choses, on accumule beaucoup de visions. Quelquefois des gens morts, des collègues blessés, des collègues morts, on en a eu. On accumule tout ça pendant des années. Et à un moment donné, arrive le jour de la retraite. Et là, c'est la grande solitude. Est-ce que les policiers du raid qui ont participé à l'assaut à Roubaix ont été décorés? Il y en a 3 qui ont été décorés. Donc, il y en a 2 qui ont eu l'Ordre national du mérite. Comment ça s'est passé? Remise de médaille à M. Debré, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque-là à Beauvau. Ensuite, petit cocktail, petite photo. Et puis, c'est vrai qu'il y a une anecdote quand même, c'est que le collègue que je connais très bien, qui a eu l'Ordre national du mérite, a reçu la facture de la médaille, je crois 15 jours ou 3 semaines après dans sa boîte aux lettres. Qu'il a dû payer, bien évidemment. Je crois qu'à l'époque, on était en France, c'était 15 francs. Voilà, c'est anecdotique. Mais bon, ça fait doucement rire, quoi. Ça passe mal. Ça passe mal. Des convertis partis faire le djihad qui posent des bombes devant un commissariat. Un ministre de l'Intérieur qui affirme devant les caméras que ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Impensable aujourd'hui. Rétrospectivement, à propos du gang de Roubaix, est-ce que ça ne vous semble pas incroyable que les juges antiterroristes ne soient pas saisis de cette affaire? Comment vous l'expliquez? On sortait des attentats de 95. On sortait aussi d'une période assez particulière où on n'avait pas voulu voir qu'il n'y avait pas que les envoyés du GIA, c'est-à-dire ceux qu'on avait envoyés d'Algérie. On avait un problème déjà de radicalisation, c'était parce que certains s'étaient entraînés au Pakistan, en Afghanistan, première filière Ben Laden. Donc il y avait un vrai problème de société déjà. Et je pense que quand c'est revenu à nouveau, on a voulu cacher ça. La radicalisation, à l'époque de Roubaix, du gang de Roubaix, elle était sous-jacente. Aujourd'hui, elle est omniprésente. Parce que c'est une idéologie qui a le vent en poupe. On n'a rien fait pour la combattre. On n'a rien fait pour la combattre et les problèmes sociaux se sont accrus. Donc, le mal-être de ces jeunes, la difficulté de trouver une place, vous savez très bien que c'est les jeunes qui sont perméables à ça. Il y a eu une étude récemment où on montre que chez les musulmans français, c'est des statistiques, on est plutôt, on pratique pas vraiment la religion au-dessus d'un certain âge. Sur le voile, on ne tient pas tant que ça. Mais dès qu'on est en dessous de 25 ans, on a des statistiques, 40% des jeunes musulmans de 25 ans qui trouvent normal que la femme se voile, etc. Donc on sait que la radicalisation a vraiment touche nos jeunes. C'est une idéologie de révolte.
L'idée que je veux une autre société plus juste, je veux surtout casser tout ça, les ressentiments aussi, la haine, les émotions fortes ou l'empathie vis-à-vis des victimes musulmanes, etc. Le discours qui est un peu simpliste, qui s'adresse parfois à des gens très jeunes qui ne peuvent pas avoir le recul, etc. Leur absence de culture religieuse totale. Une méconnaissance sur laquelle jouent habilement les recruteurs de Daesh. Depuis quelques années, le terrorisme qui évolue avec son temps a un nouveau visage, la radicalisation 2.0. Ça a complètement changé les choses. En fait, Internet a mis dans tous les foyers, n'importe quelle petite ville de province, l'accès à cette idéologie. Ce produit idéologique est rentré dans tous les foyers. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable, vous, ni moi, d'être certain que mon fils ou ma fille, sur son ordinateur le soir, après avoir fait ses devoirs, va pas avoir des sites islamistes. Enfin, c'est ça la réalité. C'est ça. Ça peut arriver à des gens très bien. Hein. Autrefois marginale et limitée, la radicalisation peut aujourd'hui toucher tout le monde. De nombreux outils ont donc été mis en place pour cibler et surveiller les personnes radicalisées. Parmi ces outils, la fameuse fiche S, dont tout le monde parle beaucoup, mais dont personne ne sait rien, ou pas grand-chose. Pascal Louet-Villiaume, vous êtes secrétaire national de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche S ? Alors une fiche S, c'est une fiche de renseignement, et pour le renseignement, c'est une fiche qui va permettre de recueillir de l'information au moment du déplacement d'une personne. Et ça ne sert qu'à ça, ça ne sert pas à interpeller la personne. Alors qu'est-ce qu'on lit dans cette fiche, par exemple ? On lit par exemple que tel jour, à telle heure, à tel endroit, une personne a fait l'objet d'un contrôle d'identité ou qu'il y a eu un contrôle dans un véhicule et dans lequel, effectivement, cette personne conduisait. Alors qui est fiché S aujourd'hui ? Alors, des personnes qui sont bien sûr en lien avec des mouvements terroristes. On trouve aussi des personnes dont le comportement a été ou pourrait être à un moment donné violent. Par exemple, des hooligans dans des matchs de foot, mais ça peut être aussi des militants écologistes au moment de manifestations, de rassemblements qui peuvent parfois dégénérer. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont fichées S aujourd'hui ? Alors, selon les déclarations officielles, il y aurait environ 20 000 personnes, oui, c'est ça, qui sont fichées S, dont plus de la moitié le seraient pour des liens avec des mouvements terroristes. Terroristes islamistes ? Terroristes islamistes, oui. Est-ce que c'est un système franco-français ? Est-ce que ça existe ailleurs en Europe ? Il existe maintenant, en fait, au sein de l'espace Schengen, donc au sein des pays européens, un dispositif de partage des données d'information. Ce qui fait que quand un pays émet une fiche S, un pays européen, si un individu, donc fiché S, fait l'objet d'un contrôle dans un autre pays européen, eh bien, le pays émetteur sera immédiatement informé. Donc ça permet d'avoir un vrai partage d'informations et un outil européen de lutte contre le terrorisme. Certains proposent de mettre en détention tous les fichiers S. Est-ce que ça a un sens ? Alors, dans notre dispositif français, dans notre état de droit, bien sûr que non. La fiche S, c'est le renseignement. C'est pas du tout un dispositif judiciaire. Donc, ne peuvent aller en détention provisoire que des personnes qui ont fait l'objet d'une procédure pénale. Donc, qui sont soupçonnées d'avoir commis des infractions, mises en examen, ou qui sont condamnées une fois que le jugement est intervenu. Depuis quelques années, ce dispositif de surveillance et de renseignement a été considérablement renforcé par un arsenal juridique qui, en principe, doit permettre de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Il y a véritablement, si vous voulez, des efforts qui ont été faits sur le plan de la formation des magistrats, des policiers. Il y a quand même aussi d'excellents échanges aujourd'hui entre les services de renseignement étrangers. On peut sonoriser des lieux, on peut intercepter des communications, on peut aller jusqu'au serveur informatique. La garde à vue a été prolongée. Maintenant, on peut aller jusqu'à 144 heures, 6 jours en cas de péril imminent, d'attentat prévisible. Une fois qu'ils sont arrêtés et emprisonnés, le combat n'est pas terminé. Car il est un lieu où le phénomène de radicalisation est extrême, c'est le milieu carcéral.
Les 188 prisons françaises comptent aujourd'hui près de 1400 détenus considérés comme radicaux. Pour y remédier, des unités dédiées ont été expérimentées puis abandonnées. Les 300 détenus qui y étaient enfermés feront désormais l'objet d'une prise en charge davantage axée sur la sécurité. Je suis très perplexe sur le fait de regrouper des détenus radicalisés entre eux. Parce que mon expérience me fait vous dire qu'il y a des niveaux très différents. Et que le petit jeune de 18 ans qui a passé 15 jours en Syrie, il ne faut peut-être pas qu'il soit dans la même cour de promenade que le gars de 28-30 ans qui a passé 2 ans à couper des têtes. Vous voyez ? Johan Carrard, vous êtes surveillant pénitentiaire à Fresnes. Ces unités de prévention contre la radicalisation, c'est quoi? On a pris donc des détenus sur la base du volontariat. Un deuxième critère aussi devait être qu'ils devaient être condamnés et surtout qu'ils devaient être incarcérés pour des faits de terrorisme ou d'association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme. Le problème, c'est que ces unités n'existent pas réellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des unités complètement closes, complètement hermétiques. On va prendre par exemple le cas de Fresnes, où sur une coursive, alors une coursive c'est quoi? C'est un étage qui est surveillé par un surveillant. Il y a à peu près 50 cellules. Dans ces 50 cellules, on a pris à peu près 20 cellules dans lesquelles on a mis donc des détenus radicaux. Mais ça veut dire que ces détenus radicaux islamistes sont en contact avec les autres? Dès l'instant où on se retrouve donc sur un étage dont la configuration architecturale n'a pas été changée, il n'y a pas de grille de séparation, il n'y a pas de séparation phonique. Donc effectivement, depuis la fenêtre notamment, les détenus peuvent continuer à faire des prêches aux fenêtres, peuvent continuer à faire des appels à la prière, ont accès directement en contact même visuel avec les cours de promenade attenantes à ces cellules. Donc effectivement, il n'y a pas d'isolement à proprement dit et ça ne peut pas contrecarrer le prosélytisme en détention. Quel personnel les encadre? Est-ce que c'est un personnel qui a une formation particulière? Dans les unités dédiées, on se retrouve avec du personnel spécialement dédié à ces unités, qui ont été certes formés, mais pas en conséquence. On ne peut pas faire d'un professionnel, lui donner une formation de quelques jours ou de 2 semaines en se disant ça va être un professionnel de la détection, un professionnel de la déradicalisation. Ce n'est pas un surveillant malheureusement de se mettre dans la peau d'un psychologue, d'un psychiatre ou même d'un imam pour rediriger un détenu vers un islam modéré. Concrètement, est-ce que ces unités sont efficaces pour vous? L'œil de terrain nous dit que la solution telle qu'elle est présentée, c'est-à-dire que ces unités dédiées au sein des détentions, c'est pas possible. Pour couper court à ce prosélytisme et à cette expansion d'idéaux, il faut vraiment que ces détenus soient sortis des détentions classiques. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est de prendre ces détenus, les mettre dans des structures complètement indépendantes, de créer des établissements rien que pour eux, avec des mesures sécuritaires et surtout avec un programme de déradicalisation. Face à la grogne du personnel pénitentiaire, le gouvernement Valls a promis plus de moyens pour renforcer les conditions de détention des personnes radicalisées. Reste à savoir si ces annonces seront suivies par des actes. Comme Caz, Dumont et Bougalan en leur temps, de nombreux citoyens français partent se former dans des zones de combat. En Bosnie hier, en Irak et en Syrie aujourd'hui, des individus toujours plus nombreux. La France reste le pays européen le plus touché par le phénomène djihadiste. 680 adultes et 420 mineurs sont actuellement présents en Syrie et en Irak. Des gens qui vont revenir. Quels moyens ont les magistrats pour neutraliser ces individus? Les infractions en matière de terrorisme, elles ont une tendance depuis ces dernières années à être de plus en plus importantes en nombre. Et notamment, désormais, il est possible de poursuivre le plus en amont possible, c'est-à-dire avant, bien sûr, le passage à l'acte d'atteinte à la vie. Ce sont les actes préparatoires. C'est ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Le parquet de Paris a annoncé qu'il désormais décidé de durcir justement sa politique pénale et notamment de poursuivre non seulement des personnes qui ont commis des exactions en Syrie, en Irak, sur des théâtres d'opération, mais aussi des personnes qui ont participé à des combats, à des patrouilles ou également à la police islamiste. Donc on voit que le spectre d'incrimination devient de plus en plus large et que désormais il va être effectivement recouru beaucoup plus souvent à ces poursuites, encore une fois, pour association de malfaiteurs. Les peines ont été aggravées aussi. Alors les peines ont été aggravées, effectivement. C'est la tendance depuis ces dernières années. Et encore plus récemment, la dernière loi de prorogation de l'état d'urgence du 21 juillet a également porté de 20 à 30 ans les peines de réclusion criminelle. Sanctions, mais prévention aussi. Pour faire face à ces retours et pour contrer la montée de l'islamisme radical, l'État veut élargir son plan de déradicalisation. Il faut travailler en amont, le plus en amont possible, c'est-à-dire qu'il y a des associations en ce moment qui travaillent sur le sujet. Lorsque des jeunes gens, par exemple, manifestent leur désir de partir pour la Syrie, par exemple, et que les parents le savent, il faut parler tout de suite. Et là, on peut faire quelque chose encore. Là, on peut leur parler. On peut essayer, comment dire, de les rattraper. Une fois qu'ils sont partis, c'est bien souvent trop tard. Et lorsqu'ils sont véritablement radicalisés, ça me paraît un processus extrêmement complexe. Je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentif sur ce qui se passe avant. Je crois que c'est là qu'il faut intervenir. Arsenal juridique, dispositif de renseignement, prévention, répression. Malgré tout, beaucoup restent très pessimistes. Marc Trévidic, vous avez prédit une année 2017, je vous cite, épouvantable. Pourquoi ? D'abord parce que l'État islamique nous déteste, ça c'est pas une surprise. C'est nous leur principal ennemi, clairement. Parce que ils ont, à mon avis, des moyens de nous frapper durement, en hommes, en faux papiers, en armes, des réseaux en Europe, des contacts, des amis, ce qu'il faut. Parce que ils n'arrivent plus sur le terrain à faire une guerre traditionnelle, là-bas en Syrie et en Irak, ils sont acculés. Et il faut bien vivre d'une autre façon quand on est terroriste. Si on peut plus terroriser localement, on terrorise à l'extérieur. Et parce qu'il y a des élections qui approchent en France. Et ça, ils le savent très bien. L'élection présidentielle, c'est tellement quelque chose d'important qu'ils risquent de s'amuser en voyant les mesures proposées par les candidats après un attentat, quoi. Voilà, c'est ça l'idée générale. Donc, année 2017 épouvantable, c'est quoi ? D'autres attentats, et vous savez, l'essentiel, c'est de terroriser. C'est pas toujours le nombre de morts qui terrorise le plus. Ça peut être les cibles. Donc, il y a suffisamment de Français qui sont là-bas, qui savent, qui ont été éduqués aux écoles de la République, qui savent parfaitement ce qui serait insupportable pour nous. Pas vous faire un dessin.